Bonsoir cher public et merci de nous retrouver ce soir dans Tête à Tête. Je suis avec une grande femme politicienne, Madame Diop Blondin Fatou Ndiaye. Elle est coordonnatrice adjointe de la plateforme Avenir Sénégal bi ñu bëgg. Donc on va discuter longuement bien entendu de politique et peut-être des causes des femmes. Madame Diop Blondin, bonsoir et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup. Donc on va encore vous demander de vous présenter. Donc Madame Diop Blondin, Ndeye Fatou Ndiaye, coordinatrice adjointe de la plateforme Avenir Sénégal bi ñu bëgg, qui est une plateforme politique avec un projet politique, peut-être que nous reviendrons là-dessus, en même temps coordonnatrice de Aar Li Nu Bokk, qui aussi un peu est en diminution de vitesse, en tout cas qui rencontre des challenges qui suivent les premiers qu'ont été les licences de pétrole et de gaz qui ont motivé sa création. En même temps, actrice politique sur le terrain, au niveau de Mbour, où j'ai ma base politique. Et où j'ai pendant très longtemps œuvré pour des actions de développement, plus particulièrement pour les jeunes et pour les femmes. Très bien. Alors pourquoi vous avez choisi de faire carrière dans la politique? Ou c'était peut-être pas un choix de départ? Ce n'est absolument pas le mot, c'est quelque chose qui est venu tout naturellement. Je venais de rentrer au Sénégal avec la fonction de ministre. Donc je m'occupais plutôt de technologie de l'information et de la communication qui est mon métier d'origine. Par la suite, j'ai présidé l'autorité de régulation des télécommunications et des postes. La RTP, donc c'était toujours dans le secteur des télécoms. C'était en quelle année? C'était sous la présidence de Wade? Jusqu'en 2013. Jusqu'en 2013. Voilà. Et donc après, je suis retournée dans ce qui était mon secteur d'origine, le secteur privé, dans les solutions monétiques. Donc plutôt la partie technique, hein. C'est pas la partie argent qui intéresse souvent les gens, mais plutôt le maintien des terminaux de paiement électronique, des guichets automatiques de banque, donc une société dont on s'occupait de cela. Dont on s'occupait de la maintenance et de l'installation pour des banques essentiellement qui étaient nos clients. Donc petit à petit, j'ai commencé à m'occuper des femmes dans mon entourage immédiat, hein, à travers pratiquement des liens familiaux, où j'ai vu des femmes avec des petits moyens faire des grandes choses. Donc j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Pour un montant qui n'était pas très élevé, elle pouvait, un an après, vous faire un bilan qui ne ferait pas lire des mots bien des hommes d'affaires. Voilà, elles continuent à cotiser, elles achètent de la marchandise qu'elles revendent avec les bénéfices. Une part est réinvestie, une part est plutôt utilisée pour des grandes occasions, Tabaski, Korité, qui sont des moments importants dans la vie sociale. Et donc quand j'ai vu cette forme de solidarité, de vie communautaire et d'entraide, j'ai commencé à les soutenir. Et donc, voilà, par exemple, quand elle monte un projet, je viens abonder par un montant. Ou bien je viens moi-même participer comme membre supplémentaire. Voilà, en faisant par exemple des partenariats avec des personnes que j'ai rencontrées qui savent faire des formations de produits divers, des produits locaux, et en négociant le tarif ou en apportant les intrants, c'est-à-dire s'il faut de la matière première pour transformer. La première fois qu'elles font cette formation, je viens apporter la matière et donc les bénéfices, elles, sont reversés ensuite. Pour aller plus loin. Ou par exemple avec les Dara, où il y a beaucoup de jeunes, près de 3 millions d'enfants qui sont hors circuit d'éducation. Et c'est vraiment là le terreau des problèmes du Sénégal d'aujourd'hui. Ce sont des enfants parce qu'ils ne sont pas dans le système classique, dirigé par l'éducation nationale, ne sont pas suivis quant à leur citoyenneté, quant à leur métier et quant à leur position dans la société. Et donc ces personnes pratiquement sont un peu laissées pour compte à la merci de marabouts enseignants ou de marabouts guides religieux. Donc qui les prennent en charge, et donc ils se sentent plus d'une obédience religieuse que
d'une citoyenneté sénégalaise. Et on les voit bien, donc on a eu à les accompagner pour les circoncisions, pour leur habitat, qui sont souvent préparation au métier aussi. Ils ne pouvaient pas imaginer dans des états de vétusté, ou même l'accès à l'eau, creuser des puits pour qu'ils aient accès à l'eau, ou voilà, la natte de prière qui date de longtemps, etc. Donc, voilà, petit à petit, autour de nous, ça fait tache d'huile. Nos moyens, on les accompagne avec la solidarité. Donc, et vous avez parcouru d'autres régions comme ça à Guédiawaye, avec d'autres groupements, un peu à Hambourg, et puis dans un petit village aussi que je fréquentais depuis que j'étais jeune, qui est à côté de Kaolack, qui s'appelle Gamboul. Par la suite, on s'est rendu très vite compte que de ce point de vue, nos moyens étaient très limités et les résultats, pour peu aussi louables qu'ils soient, ne permettent pas de changer la donne. Ce qui a amené un engagement politique un peu plus fort. Parce qu'il y a des personnes qui disposent des fonds pour faire beaucoup plus, même si on reste et qui ne le mettent pas. Et qui ne le font pas de la manière qui nous satisfasse, on va dire ça comme ça. Donc on a commencé à s'intéresser. Où sont-ils? Voilà. On entend des fonds pour les jeunes, mais en réalité, qu'en est-il? Voilà, des fonds pour les femmes, mais en réalité, qu'en est-il? Etc. Donc on s'intéressait à ça. Et donc, avec des membres du Forum civil, on a créé la plateforme Avenir Sénégal Bi Ñu Bëgg, qui avait pour vocation initiale de faire des propositions. On n'a pas voulu tout de suite nous engager, faire un parti politique, ou clairement nous engager dans l'optique de proposition, quel que soit le gouvernement, et maintenir nos activités. Voilà, là aussi, très rapidement, on s'est rendu compte que la politique prenait beaucoup le pas et qu'il était plus facile de rencontrer les plus hauts sommets parce qu'on avait une base électorale que parce qu'on avait une solution pour la population. Et à la limite, ces solutions ne les intéressaient même pas. Et quand on voit la banque de projets depuis le Parti socialiste qu'il y a dans nos tiroirs, on voit bien qu'il y a de quoi faire sans aller payer des experts. Donc on a glissé petit à petit donc, vers vraiment la participation aux élections. Toujours pour avoir plus de voix, plus de représentativité et plus de nous approcher des centres de décision pour influer sur les politiques de développement. Ça, on garde vraiment cet ADN. C'est pour ça que chaque fois que des personnes nous demandent pourquoi vous n'êtes pas un parti, on se pose la question pourquoi pas. Mais quand on interroge la base, on voit plus d'acteurs de développement que de gens qui sont en train de chercher des suffrages. C'est sur cette trajectoire que je me suis vraiment concentrée sur Mbour, parce que le Sénégal est très large. C'est très difficile. D'autres de la plateforme ont pris d'autres secteurs, d'autres villes, d'autres départements, puisqu'on n'a plus que des départements. Voilà. Et donc on s'interroge, on essaie de proposer des solutions. Donc nous avons eu à participer à la coalition Sonko-Président, dont vous connaissez les résultats des élections. Et là, nous sommes encore sur le terrain pour structurer, pour mieux travailler les programmes de développement, mais aussi mieux nous préparer à participer à d'autres élections. Donc vos ambitions, là, ça va être pour 2024, c'est d'aller aux élections. Vous avez déjà un candidat? Tout est permis. Un candidat en vue? On n'a pas encore de candidat. C'est quelque chose qui doit émerger naturellement. Et les jalons que nous sommes en train de franchir devront forcément dégager le meilleur profil. Parce qu'un ministre de l'Intérieur, il doit avoir la stature d'un président. Un ministre des Finances, il doit avoir la stature d'un président. Celui qui est capable de gérer la mairie de Dakar, il doit avoir la stature d'un président. Voilà, etc. Et donc, par contre, il y a quelqu'un qui, quand on fait un sondage, on se rend compte qu'à compétence égale, à profil peut-être différent, ou peut-être même selon l'intelligentsia dakaroise, cette personne est mieux ceci, mieux cela, mais quand on regarde clairement à l'échelle du Sénégal, qui est susceptible de déclencher le facteur vote dans l'urne, c'est cette personne qu'il faut mettre devant. Et ça, tous les événements concourent à définir ce profil.
Et quand on voit le paysage du Sénégal, moi je parie que celui qui est arrivé deuxième, s'il se représentait, peut-être qu'il ne déclencherait pas le même vote 3 ans, 4 ans, 5 ans plus tard. Donc c'est quelque chose qu'il faut construire et qui doit venir avec le temps. Toujours, quelle lecture politique faites-vous actuellement, notamment Afrique de l'Ouest avec l'histoire des troisième mandats? On a vécu bien entendu les élections au Mali, en Côte d'Ivoire, Guinée, mais plus précisément au Sénégal. Afrique de l'Ouest, nous avons un sentiment de recul démocratique. Nous avons un sentiment de confiscation comme de bonnes idées pour les détourner et finalement le résultat s'apparente à un recul. Parce que quand on a commencé à imposer pratiquement le multipartisme dans nos pays, ils ont freiné des 4 fers et ils ont fini par l'accepter, non pas parce que c'était la volonté des peuples africains, parce que c'était la volonté des partenaires stratégiques. Donc pour recevoir des financements, on est prêt à accepter d'autres partis. Alors ça a créé des alternances par-ci, par-là, et on se rend compte que ça dépend beaucoup de la personnalité individuelle du président de la République. Et que les transformations structurelles qu'il faut pour consolider la démocratie, en tout cas pour un pays comme le Sénégal, n'ont pas été menées. Jusqu'à ce jour, la fonction présidentielle n'a fait que se renforcer. L'Assemblée nationale, les députés, une bonne part, restent toujours aussi mal élus, puisque pratiquement nommés. Le pouvoir judiciaire reste toujours sous tutelle et a fini par être pratiquement discrédité sur des grands sujets, bien qu'ils font leur travail de tous les jours. L'absence du Premier ministre aujourd'hui. Voilà, et je dirais même plus que des choses encore plus graves, c'est-à-dire qu'on a une constitution. On vote une constitution. Si on prend la Guinée, le texte qui a fait l'objet du vote est différent du texte qui a été adopté. On est allé jusque-là. On prend le Sénégal, on fait toute une panoplie de changements. On commence d'abord par faire semblant de redonner la parole au peuple. Dites-nous quelle constitution vous voulez. On crée la CNRI, présidé par le Mokhtar Mbow, et puis on finit par en prendre un camouflé, un certain nombre de mesures, avec des mots aussi violents que je prendrai ce qui me convient après consultation du peuple. C'est très violent comme façon d'être. Voilà. Et donc, de ce fait, des choses, par exemple, qui nous rattrapent, comme le statut de l'opposition, ne sont pas réglées. Et deviennent des instruments de malgouvernance, d'affaiblissement ou de déconstruction de la démocratie. Donc, de ce point de vue, des choses qui, écrites sur le papier, ont l'air d'avoir un soubassement vertueux, finissent par être des gangrènes pour la société et par anesthésier complètement tout espoir chez les gens qu'il peut se passer autre chose. On a l'impression d'être cerné et que quoi qu'on fasse, il y a une surpuissance présidentielle qui est capable de déclencher son armée, capable de déclencher sa police, capable de traquer les gens, capable de se taire sur près de 500 jeunes qui sont décédés en mer en moins d'un mois. Et qui peut se permettre de ne rien dire parce que, il a un blanc-seing pour 5 ans. Et donc, c'est là où nous, on se dit, finalement, c'est aux citoyens de reprendre le pouvoir. Ce n'est pas aux oppositions ou au gouvernement, c'est aux citoyens de revenir pour dire quelle démocratie nous voulons et où s'arrêtent tous les pouvoirs et quelle société nous voulons. Donc dans tous nos pays, nous voyons que quand on se retrouve avec la Côte d'Ivoire qui a 94%, avec un peu moins de 20% de participants en réalité, et qui fait emprisonner des gens, un gouvernement de transition shadow. Mais quel est l'état de la démocratie en Côte d'Ivoire ?
Quand on voit le Mali qui, après des élections, des émeutes arrivent, et quand les gens arrivent, ils commencent par déconstruire le Conseil constitutionnel et annuler une partie des élections, quel est l'état de la démocratie? La Guinée, on en a parlé. Donc, où en est-on réellement en termes d'avancée démocratique dans l'espace CEDEAO? Si on y prend garde, c'est le désordre qui va prendre le pas sur... Comment le président de la République a procédé à un remaniement ministériel? D'après vous, est-ce une nouvelle stratégie pour préparer 2024? Peut-être. Ce qu'il y a derrière nous dépasse, et j'aime à dire que je ne vais pas beaucoup m'attarder là-dessus. D'abord, comme je viens de dire, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Ensuite, ça nous fait perdre du temps pour construire une offre alternative. Moi, je me concentre sur le fait que se bagarrer, construire cette offre véridique, sensibiliser les citoyens, faire connaître ce projet, c'est beaucoup plus important. Parce que pour ce qui est des changements qui viennent de s'opérer récemment, le peuple a déjà jugé. Quand on en arrive à dire j'avais la volonté d'être un homme vertueux, Dieu a fait que je suis devenu autre chose, c'est avoué. Donc on est autre chose. On est autre chose, c'est avoué. Plus maintenant, on a un outil formidable qui a ses travers, mais qui par moments, nous est un formidable allié, ce sont les réseaux sociaux. Donc tout ce que vous dites, tout ce que je suis en train de dire aujourd'hui, j'en serai comptable demain. Donc toutes ces personnes qui ont changé de position sont aussi comptables de leur déclaration d'hier. Et donc le peuple donc juge. Quand vous voyez tout ce qui se dit, personne n'approuve. Il n'y a que ceux qui en tirent des subsides qui essaient de trouver des explications qui ne tiennent pas debout. Voilà, mais c'est de la politique politicienne, décourage le citoyen, qui donne une mauvaise image du politicien et qui fait qu'on a des taux d'abstention, qui fait qu'on met tout le monde sur le même... c'est tout ce que nous ne voulons pas. Quelle position donc restera-t-il pour les prochaines échéances? Ousmane Sonko, le candidat de 2019? Ah oui, de beaucoup d'espoir, parce que, vous savez, chaque fois qu'on disait il y a une opposition qui ne s'exprime pas quand les licences sont bradées, quand il y a des malversations, quand il y a des inondations qui mettent une partie de la population à la rue, quand il y a bradage du foncier partout, on a eu énormément de scandales et il y a une partie de l'opposition qui ne s'est jamais prononcée là-dessus. Et donc quelque part, quand on affirmait que c'était une position équivoque, et que c'était une position qui laissait quand même prévoir des accointances, on avait vite fait d'être démonté. Maintenant qu'ils ont avoué que ça fait 15 mois qu'ils discutent, on comprend peut-être mieux. Et donc ça a le mérite d'éclaircir le champ de l'opposition et de voir qui a envie vraiment de porter un projet alternatif et encore une fois de se mettre d'accord d'abord sur un programme avant de choisir. Vous l'avez évoqué tout de suite, plus de 500 jeunes sont décédés au large des côtes de l'Atlantique suite à la migration clandestine, encore une fois, par désespoir. Ils n'ont peut-être plus d'espoir en eux, au pays. Quelle lecture encore faites-vous? Comment aujourd'hui les conscientiser pour qu'ils restent et qu'ils soient acteurs aussi de ce développement? Le problème n'est pas que financier. Je suis à Hambourg. Et à Hambourg, non seulement il y a la pêche, il y a les pêcheurs, et puis il y a le départ des bateaux maintenant avec l'immigration. Oui, avec le Covid. À Hambourg, il y a le monde culturel qui s'est arrêté avec les mesures du Covid. Et beaucoup de jeunes vivaient de tout cela. Et tous ces jeunes aujourd'hui sont laissés pour compte. Il y a aussi autre chose, tous ces plans qu'on annonce, et le plus scandaleux, c'est d'annoncer une énième structure, Conseil national pour l'emploi des jeunes, là où il y a le ministère de l'Emploi, où il y a l'ANPEJ et différentes agences. Voilà, qu'est-ce que ça va apporter de plus en termes de programme? Voilà. Il y a un autre aspect qui, cette fois-ci, est d'ordre social.
qui est l'argent. Eh bien, ces jeunes, ils sont comme tout le monde. Hein. Ils sont comme tout le monde, l'argent est roi. Ce qui fait transhumer, c'est l'argent. C'est un exil, hein, cette transhumance. C'est un exil. On abandonne tout ce qu'on était et on va se noyer dans un monde hostile. Eh bien, les jeunes, c'est pareil. Quand vous arrivez dans la cité, vous avez des imams. J'en prends pour preuve un fait divers que j'ai lu dans les journaux. Un imam qui s'est comporté en allant à la mosquée, d'une façon que j'oserais pas dire ici, dans une voiture avec une jeune fille, en allant sur les lieux de prière. Quels sont les modèles de cette société pour exiger des jeunes des valeurs et des vertus? On arrive dans la famille. J'ai beaucoup discuté avec les jeunes. Il y a énormément de choses. De frustration dans les familles. La maman. Parce que c'est ça le pilier du problème. Tout à fait. Il y a l'argent que le papa est censé amener, et puis il y a nourrir la famille. Vous voyez, comme dans la meute avec les lions. Vous voyez, le lion, il peut se reposer, la lionne ne peut pas se reposer. Donc la maman est chargée de nourrir. L'argent, c'est pas de la nourriture. Donc tous les jours, elle va chercher de quoi nourrir la famille. Et donc quand vous grandissez dans un environnement comme ça, où des moments ça va bien, ou des moments ça va pas, mais il y a une personne qui, quand ça va pas, a toujours le devoir de faire son maximum. Donc la jeune fille, quand vous habitez à Hambourg, va chercher des personnes âgées, touristes, pour apporter de quoi. Les parents ferment les yeux là-dessus. Le jeune homme, maintenant, pareil. Le jeune homme aussi, il peut aller chercher de quoi faire de la drogue et des choses comme ça. L'argent vient, on ne se pose pas trop de questions. On devine bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on se tait parce que tout de même, on a mangé, on a payé le loyer, on a payé l'eau, on a payé l'électricité, on s'est soigné. Donc après, ce poids de la maman qui doit trouver son salut chez ses enfants. J'ai entendu une phrase qui m'a complètement suée. Mettre au monde un enfant qui meurt, ce n'est pas une honte. Mettre un enfant au monde, un enfant qui ne vous sert à rien, c'est la honte. Donc ce sont des représentations très très fortes qui font que l'enfant va chercher de quoi suppléer au déficit de la maison. La maman fait son petit commerce, elle a 2000 francs de bénéfices. Maximum 5000 francs de bénéfices. Et donc c'est tout ce poids de cette vie qu'il faut attaquer pour pouvoir trouver des embryons de solutions. Il reste maintenant quand même d'autres aspects. On a le droit de voyager. Donc il faut renégocier ces quotas de migration. Le Sénégal doit avoir une politique de migration. Qui doit partir et dans conditions. Et mettre ça sur la table en même temps que les licences de pêche, de pétrole et de tout ce qui vient de zircon, de phosphate et tout ce qui vient chercher chez nous. Ça doit faire partie de la balance. Qu'est-ce qu'on met en termes de politique de migration? Qu'est-ce qu'on met en termes de politique de retour de migration? Parce que tous ceux qui partent veulent revenir. Nous en sommes un bon exemple. Mais quand on revient, qu'est-ce qu'on trouve dans le pays? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui a été préparé par soi-même, par l'État, par le pays d'accueil pour revenir? Et donc c'est ça la politique de migration qui permettra quand même que ceux qui ont malgré tout envie de partir puissent partir dans des conditions décentes. Nous avons le droit de voyager et de partir. Et vu la position du Sénégal, nous avons toujours voyagé. Je vois ce ministre des Affaires étrangères espagnol qui vient ici et je vais lire qu'est-ce qui a été négocié en termes d'arrivée et de départ, mais il faut mettre sur la balance les licences de pêche qui viennent d'être signées et il me semble que c'est l'Espagne qui en bénéficie le plus. On ne peut pas tronquer le problème pour dire que c'est le jeune mal éduqué ou le jeune qui est suicidaire. Il ne se suicide pas. Il va chercher de quoi rêver. Il va chercher de l'espoir. Et sur ce chemin, comme les boat people avant, comme les Italiens qui sont partis aux États-Unis, comme les Irlandais qui sont partis aux États-Unis, en Australie, c'est l'Afrique qui part. Ça s'inscrit dans ce cadre-là. Nous n'avons pas à avoir honte et à nous sentir
plus c'est juste que nos États nous soutiennent et redonnent la dignité aux Noirs en défendant les citoyens sénégalais. C'est tout ce qu'on peut dire. Bien entendu, le Covid-19 a perturbé nos vies. Tous les secteurs sont touchés, mais quels secteurs sur lesquels vous pointez vraiment le doigt? Clairement, quand je parle de Mbour, je vois le tourisme. Je vois le tourisme, mais je ne peux m'empêcher de parler du secteur de l'artisanat. Parce que, en fait, le tourisme est dans le secteur, on va dire, formel, identifié, avec même des grands groupes qui viennent s'installer au Sénégal. Et c'est très bien. Mais quand on parle de l'artisanat, on parle vraiment du Sénégal. On parle de 80 à 90% de l'emploi. Exactement. On parle de ceux qui doivent donner des métiers à ces enfants qui étaient dans les écoles coraniques. On parle de ceux qui doivent donner des métiers à même ceux qui ont des Master 1, Master 2, des doctorats et qui sortent et qui, à part, ne peuvent pas. Exactement. Et vont apprendre. Moi, je le disais à un enfant qui est à côté de la société où je suis, je lui dis, mais tous les jours, etc. Si vous aviez appris à faire des briques, vous auriez en même temps que vos leçons, aujourd'hui, vous seriez devenu contremaître. Voilà, donc tous ces pans-là dans l'artisanat devraient vraiment être consolidés et ils ont beaucoup souffert du Covid parce que mal identifiés, parce qu'aussi mal organisés en termes de syndicats, émiettés, parce que profondément ancrés dans l'informel et qui ont des volontés de se structurer et d'être accompagnés. Celui qui travaille vraiment, il a des miettes dans ses marchés et il n'a pas d'atelier aux normes, voire même dans la rue. Il n'a pas lui-même d'assurance maladie. Quand il tombe malade, son entreprise s'arrête. Il n'a pas les outils adaptés pour améliorer son travail. Il n'a pas de plan de formation de la relève. Il est souvent même pas valorisé dans la société, de sorte que les jeunes s'identifient plus à un bureaucrate qu'à un artisan, parce que dans l'imaginaire des gens, un artisan, c'est pas quelqu'un qui va gagner beaucoup. Donc, moi, je mets beaucoup l'accent sur l'artisanat vraiment dans la construction de cette nouvelle société, qui vont devoir revoir un peu leur modèle, mais cette façon d'être au Sénégal, où c'est acheter, vendre, et on empoche les bénéfices, et l'État tire l'essentiel de son budget dans des taxes et douanes, et très peu dans la transformation, encore sans compter la fiscalité mal appliquée, et tous ces secteurs qui devraient générer plus de revenus méritent vraiment d'être pensés, et nous dans nos programmes on y pense beaucoup, parce que c'est bien beau de dire ce qui ne va pas, mais où trouver les moyens de faire ce qu'on pense qu'il devrait aller. Et donc, on travaille beaucoup dans ce domaine-là. D'accord. Votre mot de la fin? Moi, je donne vraiment un message d'engagement et d'espoir. C'est difficile, mais c'est nous qui allons construire cet autre Sénégal et personne d'autre. Les autres viendront prendre et rentrer chez eux. Voilà. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite avec un prochain invité. Je remercie l'Institut Beauty Chic Baitola pour les soins, ainsi que Neroli Dakar pour la tenue. À très vite. Merci.